Les États-Unis ont déclaré la guerre aux cartels. Les frappes s'intensifient déjà, et il ne semble pas que nous allons nous arrêter au bateau cette fois-ci. Tu vois ? Justement hier, le ministère de la Défense vénézuélien a annoncé que 5 F-35 américains patrouillaient dans l'espace aérien vénézuélien. Comme si cela n'était pas déjà assez effrayant pour Maduro, il semble que la puissance de feu américaine dans les Caraïbes augmente chaque jour. Entrons dans le vif du sujet avec la dernière annonce du président Trump. Les États-Unis sont en guerre contre les cartels. Voici quelques détails. Ils ont rédigé cette note pour officialiser la démarche auprès du Congrès. Une partie précise en raison des effets cumulatifs de ces actes hostiles contre les citoyens et intérêts des États-Unis et de pays alliés. Le président veut que les États-Unis soient engagés dans un conflit armé non international avec ces organisations terroristes désignées. Le président a ordonné au département de la guerre de mener des opérations contre eux conformément aux droits des conflits armés. Et le président vient d'en parler cette semaine. Si vous essayez d'empoisonner notre peuple, nous vous anéantirons. Parce que c'est la seule langue qu'ils comprennent vraiment. C'est pourquoi vous ne voyez plus de bateaux sur l'océan, vous ne voyez aucun bateau autour du Venezuela, il n'y a rien. Maintenant, je veux donner un peu de contexte sur ce que cela signifie, parce que je sais qu'environ 40% de notre public se trouve en dehors des États-Unis. Donc les cartels de la drogue ont été désignés comme organisations terroristes au début de cette année. Cela ne change pas à cause de cette note. Cette note n'apporte en fait aucune nouvelle information. En fait, elle ne fait qu'informer le Congrès que les États-Unis sont en conflit armé avec une organisation terroriste. Cela explique essentiellement la justification juridique derrière les frappes qui ont eu lieu contre des bateaux vénézuéliens en septembre. La note mentionne spécifiquement la frappe du 15 septembre, qui était la deuxième frappe selon la note. Et je cite : « Les cartels impliqués sont devenus plus armés, mieux organisés et plus violents. Ils ont les moyens financiers, la sophistication et les capacités paramilitaires pour agir en toute impunité. Ils ont illégalement et directement causé la mort de dizaines de milliers de citoyens américains chaque année. Bien que des nations étrangères aient mis et déployé des efforts considérables pour lutter contre cette organisation, elles ont subi d'importantes pertes humaines. Ces groupes sont désormais transnationaux et mènent des attaques continues à travers l'hémisphère occidental sous la forme de cartels organisés. Par conséquent, le président a déterminé que ces cartels sont des groupes armés non étatiques, les a désignés comme organisations terroristes et a estimé que leurs actions constituent une attaque armée contre les États-Unis. Tout cela provient directement de la note, et la raison pour laquelle la Maison-Blanche a envoyé cela est double. Tout d'abord, si vous ne le savez pas, il y a un débat juridique en cours ici aux États-Unis pour savoir si les frappes sont illégales ou légales. C'est parce que, jusqu'à présent, les cartels étaient considérés comme des organisations criminelles, et c'est pourquoi il n'y avait jamais eu de frappes avant cette année. Depuis début cette année, ils sont qualifiés d'organisations terroristes, comme Daesh ou Al-Qaïda. Et nous frappons des cibles de Daesh et d'Al-Qaïda depuis très longtemps. Il semble que les frappes contre les cartels vont aussi s'intensifier. C'est parce que c'est ce que le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, vient de publier sur Twitter il y a quelques heures. Donc, avant cela, les États-Unis avaient mené 3 frappes différentes. D'abord le 2 septembre, puis le 15 septembre, et enfin le 20. C'est la 4e. Voici la déclaration publiée plus tôt ce matin par Pete Hegseth sur ordre de Donald Trump. J'ai ordonné une frappe létale et cinétique contre un navire de narcotrafic affilié à des organisations terroristes, désignées dans la zone de responsabilité du sud de Calme. 4 narco-terroristes masculins se trouvaient à bord et ont été tués lors de la frappe. Aucune force américaine n'a été blessée lors de l'opération. La frappe a été menée dans les eaux internationales, juste au large des côtes du Venezuela.
alors que le navire transportait une quantité importante de stupéfiants à destination des États-Unis pour empoisonner notre population. Nos services de renseignement ont confirmé sans doute que ce navire trafiquait des stupéfiants. Les personnes à bord étaient des narcoterroristes opérant sur une route de narcotrafic bien connue. Ces frappes continueront jusqu'à ce que les attaques contre le peuple américain cessent. Il semble qu'il y avait 2 points très importants qui ont été soulignés dans cette déclaration. Bien sûr, l'accent principal a été mis sur le fait de faire savoir à tout le monde que les renseignements ont confirmé qu'il y avait des stupéfiants à bord. Deuxièmement, il a précisé que les frappes continueront. Ces frappes ne se limiteront pas seulement aux cartels opérant depuis le Venezuela. Vous voyez dans la note, les États-Unis n'ont jamais réellement nommé les cartels vénézuéliens comme cible. C'est chaque cartel. Donc, on peut s'attendre à des frappes dans d'autres endroits comme Haïti ou d'autres pays où les cartels opèrent. En fait, c'est quelque chose que l'ambassadeur de l'Organisation des Nations Unies, Mike Waltz, a confirmé hier lors d'une interview. Il a aussi confirmé que les États-Unis ne sont pas seuls dans ces opérations. D'autres pays d'Amérique du Sud participent. Écoutons cette déclaration. Nicolás Maduro, fait face à des accusations criminelles aux États-Unis, selon le secrétaire d'État Marco Rubio. Il le qualifie de fugitif de la justice américaine. Où cela va-t-il mener? Eh bien, écoutez, je pense que le président a été clair, le secrétaire Rubio a été clair là-dessus. Ces cartels, gangs et drogues, responsables de la mort de centaines de milliers, voire de millions d'Américains, constituent une menace claire pour la sécurité nationale. C'est une priorité pour le président, monsieur le secrétaire. Nous, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, avons justement pris des mesures hier contre les gangs qui ont pris le contrôle d'Haïti, juste au large des côtes de la Floride. Ces gangs coordonnent avec ces groupes transnationaux. Ils expédient de la drogue, de l'argent, des armes. Ils déstabilisent toute la région. Eh bien, nous venons de créer, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, la force de répression des gangs. Et il y a 2 principes là-bas. Premièrement, contrairement au passé, nous allons passer à l'offensive quand vous avez des chefs de gang comme Barbecue qui déstabilisent une grande partie de notre région juste au large de nos côtes. Deuxièmement, le partage du fardeau. Les États-Unis ne devraient pas tout faire seuls. Donc, nous avons les Kenyans, le Panama et des pays de la région qui s'engagent également. Et c'est un principe clé de la politique America First du président, aider et tout le monde. L'Organisation des Nations Unies a été impliquée dans une action militaire. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies soutiendrait une élimination? Ces bateaux de gangs haïtiens qui apportent ces dangers sur nos côtes? Voilà l'action de notre grande marine américaine. Mais ils viennent tout juste d'autoriser, le Conseil de sécurité a autorisé hier un mandat et des règles d'engagement pour passer à l'offensive contre ces gangs. Eh bien, c'est là que je pense qu'il est important de regarder la puissance de feu que l'armée américaine, la marine américaine, a déplacée vers les Caraïbes. Maintenant, certains points ont déjà été traités dans des vidéos précédentes. Mais il est important de prêter attention à quel point cela a augmenté en seulement quelques semaines. Bien sûr, nous avons les groupes de frappe comme l'United States Ship Lake Erie, l'United States Ship Samsung, l'United States Ship Gravely, l'United States Ship Jason Dunham et le sous-marin United States Ship Newport News. En ce qui concerne les moyens aériens, nous en avons beaucoup stationnés sur le territoire américain de Porto Rico. Un autre point intéressant que j'ai appris aujourd'hui lors de mes recherches, c'est que si Porto Rico est jamais attaqué par le Venezuela, cela ne relève en fait pas de l'OTAN. La protection de l'article 5. C'est parce que, selon les termes et conditions de l'article 5, cela ne s'applique qu'à tous les territoires situés au-dessus du tropique du Cancer. Porto Rico est un territoire américain situé sous le tropique du Cancer, sur la carte ou le globe. Et c'est pourquoi il ne remplit pas les conditions pour l'application automatique de l'article 5. Les États-Unis peuvent demander une consultation via l'article 4 et obtenir une exception, ce qui est probablement le cas. Mais j'ai trouvé cela intéressant après avoir examiné les termes et conditions. Bref, revenons au sujet principal. Nous avons 10 F-35 stationnés à Porto Rico. Et c'est important parce que le Venezuela vient de révéler que certains d'entre eux ont tenté d'entrer dans l'espace aérien vénézuélien hier. Et nous allons parler de cette nouvelle dans un instant. En plus des F-35, nous avons des drones, des hélicoptères et bien plus encore. Nous disposons aussi de plus de moyens navals et de la garde côtière, comme le montrent les infographies à l'écran. Comme vous le voyez, c'est beaucoup. Et c'est là que je voudrais partager une analyse intéressante qui a été publiée par le Washington Examiner, justement hier.
Selon l'article, les planificateurs militaires jugent les forces réunies suffisantes pour s'emparer et contrôler des installations stratégiques, comme ports et aéroports, au Venezuela. Le renforcement militaire américain autour du Venezuela ne doit plus être vu seulement comme une lutte anti-drogue. La structure de déploiement actuelle est tout simplement trop importante, trop coûteuse et trop variée en termes de capacité pour avoir été conçue uniquement pour cette mission. Eh bien, analyse intéressante, c'est certain, et je suis sûr que peu de gens contesteront que la puissance de feu que nous avons dans les Caraïbes est très impressionnante. Et c'est là que je veux examiner le rapport qui est sorti du Venezuela hier. Le ministère de la Défense vénézuélien a déclaré hier que 5 F-35 probablement des Marines américains avaient été repérés par les systèmes de défense aérienne dans la région d'information de vol au large du Venezuela. C'est une déclaration vraiment provocatrice. Et je suppose que cela s'adresse au public national au Venezuela. Parce que Maduro utilise que sa propagande et essaie de recruter de plus en plus de personnes pour l'armée. Mais en réalité, ces F-35 ne sont jamais réellement entrés dans l'espace aérien vénézuélien. Ils étaient à 75 km, soit 45 miles de l'espace aérien vénézuélien. Selon les Nations Unies, les eaux territoriales d'un pays s'étendent sur environ 12 000 nautiques au large de la côte. Ces avions de chasse étaient bien hors de cette limite. Ce qu'ils ont effectivement pénétré, c'est la région d'information de vol, du Venezuela. Ce qui signifie que chaque fois qu'un avion y entre, il doit simplement contacter le contrôle aérien vénézuélien et leur indiquer où ils vont et quels sont leurs plans. Les États-Unis ne l'ont pas fait, mais ce n'est techniquement pas illégal. Le Venezuela essaie de présenter cela comme une violation de son espace aérien, en disant « Oh, ils ont violé notre espace aérien, et c'était une infraction ». Mais ils ne l'ont pas vraiment dit dans leur déclaration. Ils essayaient juste de faire passer cette information en formulant les choses de manière tellement compliquée. Maduro a profité de cette nouvelle pour diffuser davantage de propagande, publiant une vidéo des forces vénézuéliennes déplaçant des systèmes de défense aérienne S-125 pour contrer les F-35 américains. Voici l'extrait. Devinez quoi? Hier, le commandement sud des États-Unis a aussi publié une vidéo. C'était la marine américaine, et les marines américains en train de mener un entraînement. Regardez ceci. Ne vous y trompez pas. Ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas un entraînement, c'est un exercice en conditions réelles. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de dollars par jour aux créateurs. Pourquoi? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez sur votre page d'accueil des vidéos avec moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment idéal. YouTube paie des créateurs des millions de dollars chaque jour, et il met en avant les chaînes nouvelles et plus petites, plus que jamais. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de démarrer et de développer une chaîne. Nous recevons souvent des questions par email de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran.